Donc, on reprend. Alors, on avait terminé avec l'exemple précédent sur un exemple de sous-traitance de notamment l'entreprise Foxconn qui fabriquait à moindre coût tout un tas de produits, composants informatiques pour de nombreuses entreprises. Et j'avais dit que il y avait des scandales sur comment dire, sur les conditions de travail de l'entreprise Foxconn. Donc, bah, je vous passe un petit extrait vidéo pour illustrer ça. Et après, je vous passerai une deuxième vidéo pour vous fournir un autre exemple. Alors, on y va. Donc voilà, tout de suite une deuxième vidéo à titre d'exemple pour illustrer cette fois-ci non pas la sous-traitance, mais pour donner un autre exemple de division internationale du processus productif dans le but d'une stratégie donc comment dire, de réduction des coûts de production. On avait pris l'exemple de Renault au Maroc. Voilà, vous pouvez prendre cet exemple-là si vous voulez, mais bon, parfois, c'est bien d'avoir d'autres exemples au cas où. Donc, je vous passe une autre vidéo sur l'exemple d'une usine textile en Moldavie, une entreprise moldave. Donc, alors, hop. Donc, voilà pour deux exemples que vous pouvez réutiliser. On passe maintenant au petit 2 sur donc les stratégies, toujours sur les stratégies des entreprises multinationales pour améliorer leur compétitivité. Donc on a vu dans le petit 1 la recherche de la compétitivité prix. Maintenant on va voir dans un petit 2, et ce sera le dernier sous-partie du chapitre, et ce sera même la fin du chapitre, avec donc la recherche d'une compétitivité hors prix. Donc je fais une remarque au passage. Vous pouvez avoir des sujets en EC1, par exemple, ou peut-être même en EC3, où on ne vous précise pas de quel type de compétitivité on parle dans le sujet. Exemple, comment une entreprise peut-elle améliorer sa compétitivité? Il faut faire un bon travail d'analyse du sujet quand vous avez un sujet comme ça. Si le terme compétitivité n'est pas précisé, il est juste au sens général, ça veut dire que vous êtes autorisé dans votre rédaction à parler des deux formes de compétitivité. Il y a bien deux compétitivités, la compétitivité prix et la compétitivité hors prix. Si le sujet vous demande de montrer comment une entreprise peut améliorer sa compétitivité, eh bien vous pourrez faire un premier paragraphe compétitivité prix et un second paragraphe ou une seconde partie sur la compétitivité hors prix. Parce que ces deux sous-notions sont englobées dans une notion plus globale qui s'appelle la compétitivité. Mais évidemment, pour ça, il faut analyser le sujet. Il faut bien faire attention et vérifier que certaines notions ne peuvent pas se décliner. Ça vous permet de trouver des idées pour remplir vos copies, plutôt que de rester sur la compétitivité prix, forcément. Donc on y va. Alors, les firmes multinationales peuvent adopter une stratégie de délocalisation, de localisation plutôt, pardon, de localisation, donc ça veut dire d'implantation au niveau international, hein, une stratégie de localisation, non pas basée, euh, enfin non pas pour baisser, pardon, leur prix de vente, ce qui concerne donc la compétitivité prix, hein, mais au contraire pour améliorer leur compétitivité hors prix. D'accord? Donc ça, vous avez bien compris, hein. Il y a des stratégies de localisation qui ne servent pas à améliorer la compétitivité prix, mais qui servent à améliorer la compétitivité hors prix. Rappel de ce que c'est que la compétitivité hors prix. Donc pour rappel, la compétitivité hors prix, également appelée compétitivité structurelle, désigne la capacité d'une entreprise à imposer ses produits ou ses services indépendamment de leur prix, grâce à leur qualité, à l'innovation, grâce au service après-vente, grâce à l'image de la marque, à des délais de livraison réduits, à une capacité à s'adapter à la demande. D'accord? Donc vous avez bien compris, hein. Compétitivité hors prix, c'est tout ce qui fait que les clients vont vouloir vous acheter votre produit, mais pas parce qu'il est pas cher, mais pour d'autres raisons. Parce que le produit est de bonne qualité, parce que le produit est unique, différent des autres, parce qu'il y a un bon service après-vente, parce que le produit a une image de marque, parce que il est très adapté à nos goûts. Voilà. C'est tout ce qui est périphérique à la question du prix, mais qui permet quand même de se différencier eh bien, des autres vendeurs. Donc cette meilleure compétitivité hors prix
passe par une stratégie de localisation basée sur deux choses. Basée d'une part sur la différenciation des produits, qu'on a vu déjà hein, quand on a parlé de Krugman et l'explication du commerce intra-branche, on va réexpliquer ce que c'est, et basée également sur une proximité géographique, hein, une proximité avec la demande. Donc là, vous avez bien deux arguments, ce qui veut dire qu'il y a deux AEI qui vont se suivre, et on va les annoncer les uns après les autres avec un d'une part et un d'autre part juste après. Donc on y va. D'une part, la stratégie de différenciation des produits implique des choix de localisation spécifiques, plusieurs choix, pour la firme, et différents de la simple recherche d'une baisse des coûts de production. Donc ce qu'il ne faut pas perdre de vue dans cette partie, c'est qu'on cherche comment une entreprise peut améliorer sa compétitivité hors prix, mais en ayant une logique d'internationalisation de sa production. Il ne faudrait pas partir dans un hors-sujet en vous demandant juste comment l'entreprise améliore sa compétitivité hors prix. Ce qui est une question qu'on peut se poser pour n'importe quelle entreprise, qu'elle soit multinationale ou non. Là, il faut faire le lien entre amélioration de la compétitivité hors prix et possibilité pour une entreprise de s'implanter dans plusieurs pays différents. Donc c'est ça qu'on va voir. Alors on y va. Donc en effet, la stratégie de différenciation des produits, ça c'est rappel, hein, désigne la recherche par l'entreprise d'un monopole local sur la variété de biens qu'elle propose. Pourquoi est-ce que les produits se différencient? Pourquoi l'entreprise cherche à différencier son produit? Eh bien pour essayer de gagner en pouvoir de marché, en essayant d'avoir un monopole, une sorte de monopole local ou un quasi-monopole. Alors comment fait-elle? Euh, donc plus précisément, l'entreprise va chercher à échapper à la concurrence en proposant un bien ou un service se distinguant des autres de sa gamme. Donc il s'agit de proposer un bien différent des autres biens synonymes, enfin similaires plutôt, pas synonymes. Euh, vous imaginez que l'entreprise essaie de faire autrement, mais pas en proposant un bien complètement différent, mais une variante du même bien. Donc, tout ça on l'a déjà dit hein, dans le début du chapitre, je le rappelle. Donc, en se distinguant des autres biens de sa gamme. Cette différence peut être objective, ça veut dire le bien peut être objectivement différent des autres biens de la même gamme, en termes de qualité, de goût, de forme, de texture, d'odeur, enfin de couleur, tout ce que vous voulez. Mais le bien est vraiment différent. On va pas multiplier les exemples, hein, mais bon, vous voyez le soda cola, bah, la recette du Coca, c'est pas la même recette que que Pepsi ou que sais-je. Bien que ce soit des soda cola, tous les deux. Donc il y a bien des différences objectives en termes de goût, mais on reste quand même sur une différenciation de produits. C'est pas un bien radicalement différent non plus. Donc soit cette différence est objective, elle est réelle, soit c'est une différence plutôt de l'ordre du subjectif. Ça veut dire que c'est pas réellement différent, mais dans la tête des gens, c'est comme si c'était différent. Alors comment est-ce qu'on fait pour donner l'impression que c'est différent alors que c'est la même chose? Eh bien, on va recourir à du marketing et à de la publicité. On va essayer de faire naître dans la tête du consommateur l'idée que c'est un bien différent. On va attribuer une valeur symbolique au bien pour essayer de le différencier des concurrents. Mais alors qu'en principe, intrinsèquement, ce sont les mêmes biens. Donc une différence objective ou alors subjective. Donc, importance du marketing et de la publicité. Dans les deux cas, l'objectif visé par la firme est de rendre sa variété de biens unique aux yeux du consommateur, afin que celui-ci ne soit pas tenté de consommer un autre bien substituable issu de la même gamme. Donc le but, c'est de faire en sorte que le consommateur ne voit pas les autres produits, qu'il voit que ce produit-là, qu'il considère que c'est un bien, que c'est un produit unique et que les alternatives n'existent pas. Ce qui marche très bien, on l'a déjà dit plusieurs fois. Le Nutella, par exemple, voilà, on n'envisage pas trop de consommer autre chose que du Nutella, bien que ce soit pas bien à cause de l'huile de palme, n'est-ce pas, que ça contient et que ça tue des forêts amazoniennes. Mais en attendant, il y a un gros tour de force symbolique qui fait qu'on a du mal à sauter le pas pour acheter un bien substituable en termes de pâte à tartiner. Pareil pour le Coca, pareil pour les téléphones portables de certaines marques, et ainsi de suite. Donc le but étant d'empêcher le consommateur de consommer autrement, pour pouvoir ensuite, hein, si la stratégie fonctionne, eh bien pratiquer un prix plus élevé. Donc l'entreprise qui arrive à faire ce tour de force, hein, à donner l'impression qu'elle est unique, que son produit est unique, eh bien elle se retrouve quelque part en monopole, puisque le consommateur n'est pas prêt à changer pour acheter un autre bien similaire. Donc l'entreprise ne craint
relativement plus la concurrence et peut proposer un prix plus élevé que le prix qui s'établirait dans une concurrence plus forte. Et je précise entre parenthèses, même si au-delà d'un certain niveau de prix, le consommateur envisage de nouveau de consommer un bien équivalent, dont le prix serait moins élevé. Donc il y a un pouvoir de marché, il y a une capacité à vendre plus cher, mais on ne peut pas vendre excessivement plus cher non plus, car au bout d'un moment, le consommateur va se rappeler qu'il y a des alternatives. Voilà. En gros, le Nutella, c'est très bon, mais le consommateur n'achètera pas un pot de Nutella à 30 euros. Passé un certain prix, il achètera une autre marque quand même. Alors, donc tout ça, c'était rappel. Donc maintenant, on en vient vraiment au lien avec le sujet des multinationales, hein. Donc pour mener sa stratégie de différenciation, la firme doit donc miser sur l'innovation de produits, puisque c'est comme ça qu'on se différencie des autres, en innovant, hein. Alors c'est quoi l'innovation de produits? C'est soit améliorer un produit qui existe déjà, c'est une petite définition, hein. Vous aviez un produit, bah maintenant on a encore mieux, hein. On avait par exemple, je sais pas moi, le Walkman, hein, il y a longtemps, vous étiez petit, vous étiez pas né, la cassette. On a eu le lecteur CD, et puis après on a eu les baladeurs MP3, les lecteurs de musique dans les téléphones portables, et ainsi de suite. Donc on améliore un produit grâce à l'innovation, de telle sorte à se distinguer des autres qui n'ont pas encore pris le pli d'une nouvelle technologie. Donc soit on innove en proposant un produit qui est amélioré, soit carrément on propose un produit totalement nouveau. Et là on est en monopole local également, puisque c'est nouveau, personne d'autre ne propose le même produit. Donc il n'y a que nous, jusqu'à ce qu'on soit copié. L'exemple étant bien évidemment l'iPad. L'iPad d'Apple, hein, ça n'existait pas avant les tablettes, hein. C'est Apple qui a créé la première tablette. Donc en innovant, eh bien, ils ont réussi à se différencier des autres. C'est pour ça que ça coûtait très cher, entre autres. Donc il faut innover, il faut miser sur le marketing et la publicité comme on l'a dit. Mais dans un cas comme dans un autre, hein, que ce soit en innovant ou en essayant de faire du marketing et de la publicité, eh bien ces activités qui sont à forte valeur ajoutée, hein, si vous revoyez la courbe du sourire, eh bien ces activités impliquent l'utilisation d'une main-d'œuvre très qualifiée. Voilà. Et si vous voulez innover et faire du marketing, bah, vous ne pouvez pas faire ça avec n'importe qui. Il vous faut de la main-d'œuvre très qualifiée, et cette main-d'œuvre très qualifiée, on ne la trouve pas n'importe où, on ne la trouve pas dans n'importe quel pays. Donc une entreprise qui voudrait améliorer sa compétitivité hors prix doit réfléchir à se localiser, ou en tout cas à localiser une partie de ses activités, comme la recherche et développement, RD, ou alors les activités de conception, c'est-à-dire on crée le produit, le premier prototype. Donc recherche, développement et conception, eh bien il faut localiser ces activités dans des pays développés. Et même voire hein, dans des régions spécifiques au sein des pays développés, des régions réputées pour être à la pointe dans certains domaines. Ces régions très performantes, très innovantes, très dynamiques, elles ont un nom, on les appelle les clusters d'innovation. Donc vous voyez, rien à voir avec les clusters du coronavirus, mais l'idée de cluster, c'est l'idée de fait de s'agglutiner au même endroit. Donc les clusters d'innovation, c'est un agglutinement d'entreprises et de secteurs de recherche qui font qu'il y a plein d'idées nouvelles qui émergent dans ce genre d'endroit, parce que les idées circulent très vite, parce que tout le monde est proche les uns des autres. Ça aide à avoir des idées, d'être entre gens entre personnes qui ont souvent des bonnes idées. Donc on appelle ça les clusters d'innovation. Euh, D'ailleurs, hop, plusieurs innovations. Alors un exemple, même deux exemples pour illustrer cette idée-là, de localisation dans des zones qui sont propices à l'innovation et au marketing, et ainsi de suite. Donc l'exemple, par exemple, une entreprise qui souhaite innover aura tout intérêt à s'implanter dans la Silicon Valley. Ça, vous connaissez ça très bien, la Silicon Valley, vous avez vu ça en géo, donc, qui est basée en Californie. Donc, pour bénéficier des effets positifs que procure la proximité d'entreprises à la pointe de la technologie, proximité aussi avec des universités, avec des centres de recherche. Donc ça, c'est vraiment la Silicon Valley, c'est l'exemple typique d'un cluster d'innovation qui est quasiment un passage obligé pour n'importe quelle entreprise qui a envie d'être dans l'innovation, d'être à la pointe de la technologie. Il faut s'implanter là-bas pour être au courant de ce qui se fait de plus récent technologiquement. Alors, un deuxième exemple, un peu plus franco-français, pour faire un peu de la pub pour la France, hein, vous avez le cluster de Paris-Saclay, qui est aussi très connu, qui fait partie du top 10 des clusters mondiaux les plus importants.
Donc le Clusters de Paris-Saclay, donc c'est une université avec des entreprises qui est localisée dans la banlieue sud-ouest de Paris, près d'Orsay. Et donc c'est également une zone très dynamique et un lieu d'implantation de choix pour une entreprise souhaitant innover et donc améliorer sa compétitivité hors prix. Voilà. Donc ça c'était la première partie de la réponse. Je vais arrêter la vidéo maintenant pour qu'elle soit pas trop longue et je reprends ensuite pour la dernière vidéo du chapitre. A tout de suite.